à tous. Merci d'être là pour cette rencontre donc, autour de la trilogie Zombies Zarby signée donc, Carole Trébor et Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vais commencer par présenter un petit peu Carole. Vous êtes historienne de formation. Vous avez fait une thèse sur les relations artistiques entre la France et l'URSS entre 1945 et 1985. Vous avez commencé par enseigner l'histoire de l'art à l'université, puis vous vous êtes tourné vers la réalisation de documentaires. Vous avez collaboré notamment avec l'INA, avec Arte aussi en tant qu'historienne. Puis réalisatrice, voilà. Et puis vous vous êtes tournée d'abord vers le théâtre, l'écriture de spectacles musicaux notamment, et puis vers l'écriture avec une première trilogie, Nina Volkovitch, donc aux éditions Gulfstream en 2012, qui a connu un beau succès avec plusieurs prix littéraires. Puis ensuite, vous avez touché à plusieurs genres. Je pense notamment au roman apocalyptique, post-apocalyptique pour ados avec U4, cette aventure collective parue chez Syros avec Yves Grevet, Florence Hinkel, Vincent Villeminot. Je citerai aussi Libérer l'ours en vous chez Syros une nouvelle fois en 2018. Combien de pas jusqu'à la Lune sur la figure de Catherine Johnson, là c'est chez Albin Michel, 2019. Et puis plus récemment encore, le premier tome d'une série chez Albin Michel Jeunesse. Donc la série s'appelle Le cadeau de Kiki de Montparnasse, c'est ça. Et le premier tome. C'est le contraire. Ah, c'est ça le titre. Et la série, c'est Jeanne, la fille du docteur Loiseau. Voilà, c'est ça. Donc là, on va parler de Zombies Zarby, une trilogie, donc je le disais, pour les 9-13 ans, écrite avec Marie Pavlenko, avec des illustrations de Marc Lizzano sur lesquelles on reviendra. Donc je cite les trois titres, Panique au cimetière, Rien ne va plus, et puis Un pour tous, Tous pour eux. Ça a été une expérience assez particulière pour vous, avec la tranche d'âge déjà concernée. On reparlera aussi des questions formelles qui se sont imposées à vous, et puis on reparlera bien sûr de la figure du zombie. Je présente l'intrigue sans raconter toute l'histoire, mais l'histoire se déroule donc à Noirsan, un petit village du nord de la France, apparemment très calme. Tout commence la nuit d'Halloween, et cette nuit-là, dans le vieux cimetière abandonné que jouxte une église romane, d'étranges silhouettes sortent des tombes. Et cette nuit-là, Romain le fils du maire, dont les parents viennent donc de divorcer, va faire la rencontre de Léo, qui sort donc d'une de ces tombes. Et l'enjeu, c'est que ce cimetière, cette église, sont menacés de démolition. C'est le projet du maire de construire un supermarché à la place de cette église, de ce cimetière. Et donc les zombies, bien que terrifiés, vont se défendre avec l'aide de Romain et d'autres villageois, et ce d'autant plus qu'ils sont liés à cet endroit par une sorte de sortilège, on peut dire, donc ils ne peuvent pas en partir. Voilà, il faut qu'ils défendent leur lieu. Alors, je commence avec ce personnage du zombie. C'est vrai qu'on se dit que c'est tout un imaginaire plutôt cinématographique, pictural, un cinéma populaire, et en même temps, on sait que c'est une figure qui trouve sa source dans la littérature au début du XXe siècle, au milieu aussi du XXe siècle avec I Am Legend de Matheson. Et vous notiez, je crois, dans un texte qui parlait de ce livre, que c'est une figure qui est présente dans la littérature pour adolescents, pour jeunes adultes, mais pas tant que ça en littérature pour enfants. Et je voudrais qu'on reparle de ces deux points-là, à la fois un imaginaire pictural très, très fort, et comment vous vous êtes peut-être positionné par rapport à cette culture populaire-là et les images qui en découlent. Et puis l'autre point qui est que voilà, c'est une figure assez rare dans la littérature pour enfants. Donc finalement, comment ce projet s'est créé? Qu'est-ce qu'il a initié? D'où vient-il? C'est plusieurs questions. Oui. C'est plusieurs questions. En fait, oui, l'idée c'était de se dire, nous on surfe quand même sur une mode avec Zombies Zarby, sur une mode pour
grands enfants, adolescents, avec les mangas notamment. Parce que là, la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus connaisseuse des zombies que nous, on l'était notre génération, et que ne l'était encore une génération il y a 10-15 ans. Donc on surfe quand même avec des lecteurs qui connaissent les zombies, et notamment par les mangas. Après, c'est sûr que les zombies ont mis plus de temps que les autres à arriver dans la littérature jeunesse, parce que c'est quand même particulièrement horrible, dégoûtant, et ça peut particulièrement faire peur, les zombies. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'il faut trouver un moyen, quand on écrit pour les enfants, pour jouer sur le frisson et une peur qui peut faire plaisir à un enfant, et pas une peur qui va terroriser un enfant. De toute façon, sinon les éditeurs ne laissent pas passer, voilà, ça ne passera pas. Donc c'est l'idée de ce jeu à travers un personnage qui est effrayant. Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser, comment. C'est un peu pareil, il y a eu la même chose avec les vampires. C'est-à-dire en littérature jeunesse, tu vas faire un petit vampire, petite vampire, mais qui finalement peut être elle en souffrance, peut être elle exclue, peut être elle. Donc tu inverses un peu la donne de qui fait peur, qui ne fait pas peur. Et donc nous, on s'est dit, quitte à faire les zombies, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait faire quelque chose d'un peu gore et d'un peu dégueulasse, c'est-à-dire jouer sur le côté dégoûtant du zombie. Et pour le coup, le dégoûtant, les enfants adorent. Voilà, dire ça, c'est un truc, on sait que les enfants aiment tout ce qui va provoquer ça. Donc, se dire, ne pas se priver dans tout ce qui est description, je pourrais en lire de chair visqueuse, de peau qui pend, de dents d'os qu'on se détache. Enfin, bon, donc ça, on ne s'est pas privé, parce que ça, si c'est traité de façon drôle, ils aiment, ça les fait rire. Et après, sur la notion de la peur, c'est pareil, on s'est dit, on va inverser la donne, c'est-à-dire qu'à la place de faire des zombies des êtres effrayants, qui effrayent les humains, on va faire des zombies effrayés par les humains. Donc c'est eux qui finalement vivent reclus dans leur cimetière parce qu'ils ont très peur de s'éloigner de leur cimetière, parce que s'ils s'éloignent, ils peuvent être agressés par des êtres humains qui peuvent être possiblement néfastes. Et donc à partir du moment où on fait du zombie un personnage trouillard, sympathique, qui déclenche l'empathie du lecteur, le zombie peut devenir un héros enfantin à son tour, et en même temps ça permet pour nous de faire passer à travers ces personnages les notions de différence, les notions de quand même malgré tout bien et mal, les notions de beauté, parce que notre petite héroïne c'est une zombie, Léo, et elle est très jolie, et pourtant c'est une zombie, et pourtant elle a un œil qui gicle tout le temps, et elle a une grosse cicatrice, et pourtant elle est jolie. Donc ça nous permet nous aussi d'évoquer des thèmes à travers ça, sur qu'est-ce que c'est qu'être beau, qu'est-ce que c'est qu'être dégoûtant, qu'est-ce que c'est que l'amitié aussi, parce que finalement il y a aussi, et ça c'était important, qu'il y ait aussi un petit humain qui participe, donc comment il va rencontrer le zombie, comment voilà. Donc c'était ça un peu l'idée au départ de cette aventure. Même par rapport aux vampires, je crois que vous en parliez dans le même texte que j'ai lu, le zombie part quand même de plus loin, parce que le vampire a quand même quelque chose de séduisant, il a une individualité, et le zombie, il est souvent en groupe. Et je trouve que c'est une des richesses de ce livre-là, finalement, d'arriver à en faire des individualités qu'on peut connaître, auxquelles on peut s'attacher. Donc il y a un parti pris là d'en faire des héros positifs, alors que ça peut être encore une figure où il faut les détacher quand même de quelque chose de grouillant, de dégoûtant, et puis surtout qui n'ont pas d'esprit. Enfin, voilà, l'image du zombie qui marche comme ça n'a pas de conscience, de sentiment. Donc là aussi, vous prenez un contre-pied. De toute façon, on est dans le contre-pied où on garde le côté... C'est-à-dire, on joue complètement sur tout ce qui est tous les archétypes du zombie. Vu que, par exemple, elle dit quand elle est très émue, elle sent son cœur qui bat, mais elle n'a plus de cœur depuis longtemps. Donc on joue sur l'archétype du zombie, et en même temps, on la décale en lui donnant des émotions humaines et même des ressentis à partir d'organes qu'elle n'a plus. Et on en joue, vu qu'elle est consciente qu'elle n'en a plus. Après, oui, justement, c'est l'idée de faire des zombies, des êtres avec une morale, avec une conscience, avec des émotions, et on n'est plus du tout dans le zombie anonyme et de la masse grouillante. Et puis je montre du coup ce dessin qui à chaque fois ouvre les tomes où on a les zombies qui sont, alors pas que eux, mais eux aussi, qui sont vraiment identifiés, qui ont chacun un prénom, qui ont chacun une histoire, et je trouve que ça joue beaucoup dans l'attachement qu'on peut avoir à ces personnages. Je voudrais revenir sur le début et ces renversements de perspective dont on parle déjà.
en effet, ce sont eux qui ont peur des monstres. Alors, quand ils sortent là, dans la première scène, ils voient des monstres. Et ces monstres, en fait, c'est le bulldozer, la pelleteuse, les machines qui sont là pour détruire l'église, le cimetière, etc. Donc, pour eux, c'est des monstres. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée qu'ils sont effrayés, ils sont fragiles. Il n'y a pas ce truc de puissance. Alors, il y a aussi leur puissance, voilà, immortelle quand même, mais fragile et menacée. Et donc, il y a quand même ce rôle important de l'individualisation. Comment vous avez réussi finalement à dessiner ce groupe? Alors, en fait, justement, l'idée aussi pour nous, c'était de se dire ce qui était intéressant dans les zombies, c'est à quel moment on devient zombie. Ouais. Et à quelle époque on devient zombie. Et on s'est dit, ce qui était sympa, c'est de se dire, on peut faire imaginer des virus qui ont rendu des êtres humains zombies à plein d'époques différentes. Et donc nous, pour nos petits lecteurs, imaginez des zombies qui sont porteurs chacun d'une histoire et d'une période et d'une culture. Et ça nous amène aussi ça nous permet de mettre de l'historique aussi. Moi, j'adore les romans historiques, j'en écris beaucoup, donc ça me permet de mettre un peu de romans historiques dans une histoire de zombies. Parce que Léocal et Marcel, c'est d'anciens petits mineurs qui sont morts dans un accident de la mine. On est dans le nord de la France, au 19e. On a Pavel, un poète maudit romantique. On a la famille de zombies du Moyen-Âge qui habite dans l'église et qui estime que c'est son lieu et son château, alors que les autres sont dans des tombes isolées autour. C'est la banlieue autour de l'église. Ouais. Et donc le conte, ça nous permet de parler de la hiérarchie du seigneur, etc. Donc en fait, c'est parti de notre idée, de notre envie de raconter des petits pans d'histoire. Et c'est vrai que les enfants qui lisent Zombies Arby et les maîtresses qui se l'approprient, ils sont toujours assez curieux de ça. On a beaucoup de questions sur les mines. Ah bon, mais ils sont morts. Alors ils travaillaient dans la mine. Et il y avait des enfants qui travaillaient comme ça. Enfin, donc voilà, c'était aussi ça pour nous l'idée. Et on les a individualisés à partir de leur histoire. Parce que c'est pareil, ils sont morts, mais ils ont 12 ans. Ouais. Ça pourrait n'être que tragique d'être mort et qu'on a 12 ans, et ça s'adresse à des enfants de 12 ans. Donc c'est comment en faire quand même des personnages joyeux qui ont encore des rêves, et qui sont morts à la mine, ouvriers à 12 ans. Oui, il y a aussi ce personnage de la sorcière Hildegard qui était persécutée au Moyen-Âge. Il y a Victorine qui a vécu la commune de Paris. Il y a l'alchimiste Ramul. C'est vrai que ça donne une épaisseur en fait. Et j'imagine que peut-être aussi la trilogie s'est imposée aussi parce que finalement ça étire aussi les histoires. Et du coup, ça offre aussi peut-être pour les lecteurs, je ne sais pas, un rapport au passé, un rapport à la mémoire. Là aussi, il y a un point de vue qui est développé, je pense à la mère de Romain qui dit on consomme tout trop vite, on détruit, on refait, on veut toujours du nouveau, etc. Donc il y a quand même une pensée distillée là qui est intéressante aussi. Qui est liée au on veut détruire ce cimetière pour créer un supermarché. Or, il y a des êtres porteurs de mémoire ancestrale qui habitent et qui luttent contre ce supermarché. Donc il y a un discours aussi autour de la consommation de notre société. Et c'est aussi une manière de porter un regard sur notre société à l'aune des mémoires individuelles et des mémoires collectives que portent tous nos petits zombies. Et de confronter les enfants aussi à cette mémoire et à ce passé à travers eux. Donc ça aussi c'est important. Et avec des adultes humains qui peuvent être conscients de ça, et puis des adultes zombies aussi. Et de aussi placer des personnages que nous on admire, et c'est vrai que notre personnage de sorcière féministe, notre personnage de communarde, tout ça c'est des personnages qu'on a choisis aussi. C'est pas par hasard, mais voilà, c'est pour nous, c'est important aussi, c'est pour les enfants une manière de se connecter à l'histoire autrement. À travers oui, exactement. Et puis c'est aussi se rendre compte de l'évolution de notre société aussi. Là, je pense à la mère qui est médecin. Donc la mère de Romain est médecin et elle va finir par rencontrer ces zombies grâce à son fils. Et je ne sais plus quel personnage, peut-être que c'est Victorine, je ne sais plus, je dis mais vous êtes une femme et vous êtes médecin. Donc il y a quand même là une sensibilisation aux différentes époques. Je pense aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages qui évoluent au fil de l'histoire. On a cette baronne Ingonde, donc, qui est plus courageux que son mari, et où il y a une forme d'ouverture chez elle vis-à-vis d'autres zombies. Donc il y a... Je suis féministe, donc dans tous mes livres, il y aura forcément des personnages de femmes fortes
que ce soit un livre sur de zombies, voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est comment tu fais passer ce que tu veux. Ouais. Et on préfère là le faire dans l'humour et avec des personnages voilà, qui portent quelque chose de caricatural et qui sont moins caricaturales à la fin. Et c'est vrai que notre baronne, au départ, elle est extrêmement caricaturale de ce que ça peut être une baronne, mais en même temps extrêmement soumise aussi à son mari, alors que c'est lui qui est ridicule, et elle finit en prenant elle l'épée et en devenant elle la combattante. Ouais. Donc voilà, et après, oui, faire prendre conscience à des lecteurs à travers des personnages de zombies que ça fait pas si longtemps que les femmes travaillent, ont le droit de vote, et ben c'est aussi, voilà, c'est aussi intéressant en fait, c'est des manières de fiction aussi, de faire passer des choses, des connaissances, comment dire, des convictions aussi, ou des questionnements, plutôt même les questionner sur ça, sur le monde, sur la place de la femme, sur des réalités qui se sont passées, et de le mêler à la fiction ne m'a jamais posé de problème. Enfin, je pense que le roman, c'est aussi ça. C'est aussi le lieu de ça. Oui. Et alors, il y a une autre couche finalement, une autre épaisseur, c'est celle du travail que vous avez fait de la langue. Et là aussi, je reste avec les personnages, où donc on a le baron, la baronne qui parle, voilà, un certain français extrêmement châtié, avec des expressions du coup. Alors du coup, il y a une saveur vraiment délicieuse quand Clodomir ou son épouse prennent la parole. Il y a aussi le langage de Romain, par exemple. Et à un moment donné, donc, il veut aider les zombies à se défendre, et il leur dit il faut que vous fassiez connaître finalement votre combat. Il faut faire un buzz. Et là, du coup, c'est très juste. Il y a, je ne sais plus quel zombie qui dit, mais c'est quoi un buzz? Mais alors, c'est écrit B-E-U-Z-E au lieu de. Bah oui, parce que bon, voilà. Là, j'imagine que c'est un travail aussi de précision, de détail qui vous tenait à cœur, cette richesse-là aussi dans les langues. Parce que c'est pareil, parce que c'est de la littérature, et que la littérature, voilà, et que le roman, c'est un travail sur la langue, sur le style, sur la forme, sur le fond, sur la narration. Il y a une construction d'intrigue qui doit fonctionner. Il y a la façon dont on décide de l'écrire. Là, on était deux, donc à deux. On peut explorer à travers les zombies une multitude de possibles incroyables. Et justement, on se dit qu'à partir du moment, grâce aux zombies, où on a des personnages de toutes les époques qui sont ensemble, autant s'amuser à les faire parler à la manière de l'époque. Et c'est d'une richesse insoupçonnée, effectivement. Ces confrontations de langue aussi. Et quitte à faire quelque chose comme ça, on le fait à fond, et on y va à fond. Et c'est vrai qu'on s'est amusé aussi sur les prénoms, justement. Enfin, surtout, l'idée, c'est vraiment à travers tout, on explore. Si on fait des personnages du Moyen-Âge, ils commencent leur phrase par Seigneur Dieu. Si on fait des personnages aujourd'hui, ils disent « je kiffe ». Et au milieu, il y a un poète romantique qui parle en alexandrin, et il parle en alexandrin, en vrai. Et donc, on a une exploration de plein de langages à travers nos personnages zombiesques qui viennent de plein de périodes. Et si on reparle de votre expérience d'écriture plus générale, vous dites qu'avec cette trilogie, vous avez expérimenté une narration à la troisième personne, une narration au passé, quelque chose qui vous était peu familier. Vous étiez plutôt à la première personne, j'imagine. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience-là qui était nouvelle pour vous? En fait, c'est vrai que les premiers romans que j'ai écrits pour les ados, je les écris à la première personne parce que ça m'est venu comme ça. Et c'est vrai que la première personne, c'est une façon d'aborder la narration. Tu es dans une empathie totale avec le personnage dans lequel tu es, avec qui tu es, et tu vois tout à travers ses yeux. Donc souvent, comme moi je viens de la réalisation, je compare le fait d'écrire à la première personne au fait de porter ma caméra épaule. Tu peux supporter tout un film entier à caméra épaule comme ça, parce que c'est le parti pris dès le départ, tu vois à travers la caméra et tu as compris qu'il y a quelqu'un. Voilà. Et si tu passes sur une narration, et donc j'étais dans une habitude d'écrire à la première personne, ça c'est sûr. Si tu passes dans une narration à la troisième personne, et notamment à la troisième personne du passé, tu es un narrateur omniscient. Donc là, cette fois-ci, tu as des plans larges où tu as un cadre fixe, et puis tu dis qu'est-ce que je vois, et tu vois tout. Et puis tout d'un coup, tu peux passer à une caméra épaule en étant zoomé, et puis tout d'un coup être dans la tête de l'un, mais tu peux passer ta caméra dans la tête de l'autre. Et ça, moi, je n'avais pas du tout cette habitude d'écriture, donc ça a été difficile. J'ai eu du mal au début, parce que ça veut dire que tu peux aussi t'autoriser des incises.
être un narrateur, donc amener ta touche de participation en tant qu'auteur, comment je mets une petite touche, une petite phrase d'humour à un moment. Ouais. Donc c'est un vrai changement d'écriture et j'ai énormément galéré sur ce passage que j'ai dû faire en fait, parce que le premier tome, on est parti sur la 3e personne et il a fallu vraiment y aller. Et ce qui m'a aidé, c'est les comparaisons cinématographiques. Ouais. C'est-à-dire les points de vue, ouais, la question du point de vue. Quoi. Sur l'écriture, de me dire à un moment là, ok, tiens, comme dans des images, tout d'un coup, comme dans des films même de zombies, où tu vas partir d'un très très gros plan, puis tu autorises le dézoom, et puis tu vois tout d'un coup tout, et puis tiens, il faut passer dans la psychologie d'un personnage, tu passes en caméra sûre par rapport au personnage, ça passe par un dialogue. Enfin, tout ça, voilà, ça m'a permis de passer, et c'est bien parce qu'après, en allant justement vers des romans biographiques, je ne m'autoriserai pas la première personne en roman biographique. Je me sentirais trop dans un truc d'imposture si j'écrivais. Donc, dans les romans biographiques, je suis restée sur la 3e personne. Et c'était bien. Et j'imagine que du coup, il y a une question de rythme qui découle de ces changements-là. Ah, c'est pas le même rythme. C'est ça. C'est pas le même rythme. C'est un autre travail. C'est pas la même lecture. Et c'est vrai que la première personne, pour des lecteurs ados, ils aiment la première personne. Parce qu'ils aiment être dans la tête d'eux. Donc, il y a une espèce d'efficacité et de facilité, même pour des premiers écrits, la première personne, tu n'es que dans un point de vue, donc d'une certaine façon, ça peut être un peu plus simple si tu pars là-dessus. Et quand je fais des ateliers d'écriture avec des ados, souvent je les fais aller à la première personne du présent, en vous disant, vous vous mettez dans la tête de cette personne, et ça évite aussi... mais après, il y a des gens qui commencent à écrire à la 3e personne du passé, et puis c'est leur... Enfin voilà, la 3e personne du passé, c'est le conte. Bien sûr, bien sûr. Fois, donc ça nous était familier aussi, oui. Mais donc voilà, en gros, c'est comme ça. Finalement, avec les zombies, je suis passée à l'imparfait. On parle du lecteur. C'est vrai que vous le disiez là, cette narration avec un narrateur omniscient, dès le début, le lecteur est interpellé. Le lecteur est apostrophé. Je trouve les premières pages sont quand même, il y a quand même plein de partis pris comme ça très forts. Et là, on sent que ça fait partie d'un travail de désamorçage de la peur, d'avoir un narrateur qui accompagne, qui presque dit au lecteur ne pars pas tout de suite, reste un peu regardé. Ça s'est imposé avec cette narration. C'est un plaisir d'écriture. Comment c'est venu ? Je pense qu'il y a à la fois le plaisir d'écriture, à la fois l'idée de mettre de l'humour par ce narrateur, et à la fois l'idée de désamorcer la peur. C'est ça. C'est ce que tu as dit. D'accord, c'était les hypothèses. Du coup, après, comme ça nous ouvre la porte, et on peut se permettre, justement, si tu veux que je lise l'extrait. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut se permettre, dans ce cas-là, après, d'aller vers du gore. Exactement. Parce que nous, on sait... Dès le départ, on a fait connaissance et on a dit attention, on est là. Ouais. Voilà, on est le garant de votre sécurité là-dedans. Ouais. Et donc après, on peut aller vers des descriptions horribles. Enfin... Allons-y, lisons les descriptions horribles. Donc en fait, là, en gros, c'est Romain, le petit humain, qui est avec ses deux copains zombies, Léocal et Marcel, et il se trouve que son téléphone tombe à l'intérieur d'un corps d'un des petits zombies. Et le garçon zombie dans lequel le téléphone tombe, on voit ses côtes, donc il l'appelle le garçon grille-pain. Le garçon grille-pain recula et se cogna contre le tronc. Un bruit ressortit de lui, comme un léger pet qui n'en était pas un. Deuxième vibration. Les yeux du garçon zombie s'agrandirent de terreur. Troisième vibration. Il se dandina, sauta d'un pied sur l'autre, puis s'agita de façon désarticulée. « Au secours, Léo, il y a un truc qui bouge à l'intérieur de moi. »« Hein ? À l'aide, continua le garçon, un truc me dévore les entrailles. » Romain comprit brusquement que les vibrations provenaient de son téléphone qui était tombé. Vite, fais quelque chose, Léo, à l'intérieur du garçon. Il avait dû entrer par la clavicule et s'enfoncer comme une pièce insérée dans une tirelire. La corneille voletait et croissait. Pas de panique, c'est mon téléphone, chuchota Romain. Quoi ? Ah, c'est horrible, Léo, je meurs. La fille attrapa son ami, le secoua gentiment. Arrête de faire le bébé, Marcel, tu es déjà mort. Sur ces belles paroles, elle prit les os et les doigts par terre et les remit en place en une demi-seconde. Elle retroussa sa manche et plongea sa main dans le torse du garçon. Il cessa de gigoter. « Je n'y arrive pas, c'est coincé entre tes côtes. Si je tire trop fort, j'ai peur de tout casser. » Romain la fixa. Elle avait l'air de remuer de la soupe. Un geste banal. Elle avait la main dans les poumons de son copain. La fille leva les yeux au ciel et ressortit sa main. « Eh bien, viens m'aider, lança-t-elle à Romain. Les vibrations cessèrent et Marcel se calma. « Dorlo va jouer ailleurs, là c'est du sérieux. »
La corneille se posa sur une branche pour mieux visualiser la scène. Romain n'avait plus peur désormais. Le garçon était tout penaud, la peau de son thorax, verdâtre, s'ouvrait en une grosse plaie au niveau du ventre. C'était donc à ça que ressemblait un mort. Romain se réjouit de ne pas avoir pris son goûter, il l'aurait régurgité à coup sûr. « Je fais quoi ? Enlève-moi ce truc !»« Comment ? Avec les dents » s'amusa la fille. Romain la regarda halluciné. « Je plaisante, allez !» À son tour, Romain plongea la main dans le buste. L'intérieur était froid, visqueux. Romain essaya de rester digne, mais quand il bougea, un affreux bruit de sauce blanche se fit entendre. Il grimaça, ferma les yeux, tâtonna dans la gelée, identifia la coque de son téléphone et tira un grand coup dessus. L'appareil était barbouillé d'un liquide poisseux et un morceau d'os était venu avec. Romain tout sauta et le tendit à Marcel. « Désolé, je crois que j'ai emporté un morceau de côte. »« Oh non, pas encore. »« Va voir Victorine, je lui ai donné de la glu, » conseilla la fille. Marcel prit son bout de côte et fit demi-tour. Voilà, je m'arrête là. Et du coup, vous voyez bien qu'effectivement, on est vraiment dans le cœur du zombie, dans le corps du zombie, et qu'on s'amuse sur... il y en a un qui a ses côtes, son corps, sa chair, ses viscères totalement là, et en même temps, c'est un téléphone portable, et il ne sait absolument pas ce que c'est qu'un téléphone portable qui lui tombe dedans. Donc on est sur ce choc que tu disais entre la modernité du téléphone portable dans le corps d'un zombie, et en même temps, c'est un petit humain qui doit aller récupérer ça dans le corps du zombie. Donc, voilà. Oui, en même temps, c'est finalement voilà, c'est gore, et en même temps, la rencontre est là entre Romain et les zombies. Je voulais aussi revenir un peu sur le titre. Et sur le thème le rapport à l'autre, la différence, la question de la solidarité aussi qui se pose dans cette histoire. Et c'est vrai que ce mot zarbi, je me dis c'est un mot d'enfant, c'est un mot de jeune. En même temps, le terme du coup de bizarre, c'est une façon je suis allée chercher en fait la définition. Bizarre, difficile à comprendre en raison de son étrangeté. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est le difficile, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible à comprendre. Donc il y a un rapport à l'étrangeté où quelque chose est possible, quoi. Donc comment ce titre est venu? Parce que j'ai l'impression qu'il accompagne bien vos partis pris, finalement. C'est un enfant de 10 ans qui a trouvé ça. Ah, c'est un enfant, voilà. Le mari. D'accord. Il avait lu et en fait on ne trouvait pas de titre, on galérait sur les titres et il a trouvé Zombie Zarbi et on s'est dit c'est bon. C'est ça. Donc c'est ça. Voilà. Oui, je trouve que c'est bien. C'est vraiment c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, qui est là un petit peu en toile de fond et puis dans certaines scènes, c'est le petit bestiaire des trois animaux. Ah, oui. On a donc qui appartiennent au monde des zombies, hein, une corneille, Dorlo, une chouette effraie Joséphine et puis une souris Rosalie qui participe à la défense des lieux, bien sûr. Là aussi, je trouve que ces personnages ont une belle présence. Là aussi, je pense qu'il y a tout le rapport qu'on a à notre enfance et aux animaux et à la littérature peut-être jeunesse. Là, on a des repères. Ça s'est imposé avec les zombies, cette présence des animaux. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des humains de toutes les époques, c'était bien pour nous qu'il y ait aussi des animaux. Et on a pris quand même des animaux. On a pris quand même le côté chouette, des animaux de cimetière, enfin voilà, avec qu'ils puissent, voilà, il y a une connotation aussi un petit peu, la corneille aussi, qui peuvent être liées un petit peu aussi à la mort, etc. Oui, et la petite noir, souris dans des ruines. Donc c'était pas on n'a pas fait des chiens zombies. Oui. Mais voilà, ils ont leur rôle et puis ils ont aussi leur rôle de gardienne du temple. Oui, exactement. Les oiseaux, les gardiens du temple, c'est bien. Oui. Peut-être revenir aussi sur le travail avec Marie Pavlenko. Comment vous êtes partagé ce travail? Est-ce que parce que c'est quand même une trilogie, est-ce que vous êtes partagé les tomes? Est-ce que vous avez tout fait vraiment à deux, à vous faire relire constamment les choses? Comment s'est fait ce travail? On a fait un film narratif à deux entièrement de A à Z, les personnages de A à Z, un film comme ça où il y avait vraiment toutes les étapes de sur toute la trilogie du coup. Donc là pour le coup sur cette série-là, on savait où on allait et on connaissait vraiment la fin, la résolution de l'intrigue, on l'avait vraiment dès le départ. Et après on a chacune fait un tome en gros. D'accord.
D'accord. Comme ça. Donc l'écriture en elle-même a été solitaire. Et on n'a pas fait chacune un chapitre l'une après l'autre. C'était un tome, d'accord. Et est-ce qu'il y avait des écueils à éviter? Est-ce que vous avez dit qu'il faut qu'on fasse bien attention à ajuster ce qu'on fait, même si chacun avait son tome? Enfin, comment est-ce que vous aviez des repères pour ça? Comment ça s'est fait à ce niveau-là? Non, vraiment là après l'idée c'était qu'il fallait qu'on écrive de la même manière. C'est ça, oui. Ce qui n'est pas non plus évident. Oui, c'est ça. C'était ça. Vraiment qu'il y ait très peu de différence, et c'est là où moi j'ai eu vraiment sur le tome 2 un gros travail d'ajustement pour être vraiment sur des images fortes, sur ce temps au passé, etc. Et où on a quand même un peu, heureusement on a lancé quand même l'écriture ensemble, mais il y avait vraiment un travail d'ajustement hyper fort, de relecture l'une de l'autre après qui était hyper important. Ouais. Et il y a une autre richesse dans la trilogie, c'est les titres des chapitres. Alors là, vraiment, à chaque fois, presque on les attend. On attend toujours comment les chapitres vont s'appeler, parce qu'il y a une richesse de références cinématographiques, où on a des pastiches de titres. On a l'espion qui venait du rez-de-chaussée, et toi tu creuses, en allusion à la fameuse réplique dans le bon, la brute et le truand, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a aussi des allusions à des livres, aux Misérables, là aussi sous la forme de pastiches, à des chansons aussi, où on a résiste mais ne prouve pas trop que tu existes, ou prendre un zombie par la main, ou alors là on sent le jeu, mais ça a fini par apporter une forme de richesse à la trilogie. Ça participe de l'ambiance de la trilogie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment une idée de... C'est pareil, c'est vraiment l'idée de s'amuser en faisant des... voilà, c'est les titres, quitte à faire des titres, autant s'amuser. Ouais. Après, moi j'aime bien dans les titres, c'est soit prendre des extraits de phrases d'un chapitre, soit faire un titre un peu poétique, soit faire un titre vraiment drôle. Et là, c'est vrai que l'idée cinématographique pour les zombies est de faire des références à des choses cinématographiques ou à des chansons. Et puis ça, les enfants ne connaissent pas forcément d'ailleurs ces références, ça s'adresse plus aux lecteurs adultes. Mais voilà, et Marie adore ça, elle adore ça. Elle a aimé pratiquer, c'était l'exercice. Elle adore les pastiches et tout. Je regarde. Alors peut-être avant de vous laisser la parole pour poser toutes vos questions. Peut-être sur finalement l'expérience que vous retirez de l'utilisation de ce motif des zombies, et dans quelle mesure vous avez eu envie peut-être de le réutiliser. C'est une figure que vous n'avez pas voulu quitter, je crois. Du coup, oui, effectivement, après c'est vrai qu'on y prend goût aux zombies. Non, c'est vraiment cette idée, moi j'aime bien l'idée d'explorer des personnages morts mais pas morts. C'est toujours, de toute façon dans la littérature fantastique, c'est toujours quand même, on frôle souvent quand même avec cette notion de mort, et de personnages morts mais pas complètement, ou à moitié morts, ou morts et vivants. Et donc j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle T'as vu ta tête, qui raconte l'histoire d'une petite momie, pour le coup, qui elle aussi est bien vivante, et qui va aller retrouver un groupe de personnages fantastiques qui sont vampires, zombies, fantômes, donc un fantôme qui a perdu la mémoire, des zombies qui étaient d'anciens, et à chaque fois qui sont ancrés dans une vraie histoire pour le coup. Donc les zombies, il y en a un qui était un ancien copain de Sherlock Holmes, l'autre qui était un ancien manager des Beatles, il y a une sorcière du Moyen-Âge, donc elle va rejoindre un groupe de personnages fantastiques qui ont tous une histoire, sauf le fantôme à Aaron qui n'a pas de mémoire. Et donc, oui, je suis retournée vers ces personnages-là de morts vivants. Je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment un terrain de jeu pour un écrivain infini, et aussi pour des lecteurs, et aussi pour évoquer en fait plein de choses. En fait. On peut à travers un personnage de zombie évoquer autant des thèmes sur le bien, le mal, sur le beau, sur des périodes d'histoire, effectivement sur l'amitié, sur la différence. Là, on n'en a pas parlé, mais on parle aussi quand même beaucoup de surmonter un dégoût pour devenir amis. Oui, c'est vrai. Donc il y a aussi ça, il y a aussi l'idée
de changement, d'évolution, du regard qui peut changer. Donc c'est aussi une autre manière de parler des zombies, de ces personnages-là. Voilà. Et quelle a été, et puis je vous laisse la parole, peut-être les réactions que vous avez eues de la part des enfants qui ont lu ce... Ah oui, j'ai été accueillie avec des chorégraphies de Michael Jackson. D'accord. Dans des classes entières, ils étaient tous déguisés en zombies. D'accord. Oui, j'ai eu des belles réactions, des beaux retours. Ils se sont emparés des personnages, ils ont fait une expérience de lecture qui était... Oui, en général, quand ils se sont appropriés, ils adorent les personnages, ils ont leurs personnages fétiches. Ils rebondissent vachement, en fait, les enfants, ils rebondissent beaucoup sur la narration. Ouais. Finalement, zombie ou pas zombie, c'est l'histoire, c'est la résolution de l'histoire. Ouais, et puis les moments tristes, et puis les histoires d'amour, et puis voilà, ils sont plus presque là-dessus que sur oh, c'est pas si grave si c'est des zombies, s'ils ont de la chair partout, etc. C'est juste un peu bizarre, voilà, ça va pas plus loin que ça. Oui, c'est ça. Ils sont moins dégoûtés même que ce qu'on pensait. Qu'on pense. Dans les scènes avec des chairs partout. Ouais. Voilà. Et je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à Carole Trébor.